Parce que personne ne dispose des chiffres précis pour 2013, puisque nous sommes dans un travail statistique qui se fait annuellement, qui consiste à rapprocher les impôts payés en 2012 de ceux de 2013 au moment où nous envoyons les avis d'imposition, et nous ne disposons pas à l'heure actuelle de l'ensemble des éléments qui nous permettraient de donner un chiffre précis. Ce chiffre sera communiqué à la représentation nationale, notamment aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, lorsqu'ils seront disponibles. Mais je peux d'ores et déjà dire, à partir des premiers éléments dont je dispose, et que je ne diffuse pas parce qu'ils ne sont pas complets, et que je veux être précis et rigoureux, c'est le rôle du ministre du Budget de dire que ces chiffres ne sont pas justes. En revanche, nous disposons très précisément des chiffres 2011 et 2012. 2011, c'est 2 620 000 Français qui rentrent dans l'impôt sur le revenu qui ne le payaient pas. Et 2012, c'est 2 910 000 Français qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu et qui le paient, et qui rentrent dans l'impôt sur le revenu. On voit donc bien quelle est la grandeur et par conséquent, on comprend que les chiffres... Mais est-ce que cette tendance à la hausse va se poursuivre selon vos premières estimations? Vous en avez quand même. Et Pierre Moscovici, ce matin, semblait dire qu'il était fort probable que cette hausse se poursuive. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a une tendance à la hausse? Vous êtes journaliste, par conséquent, vous êtes... Non mais, vous avez dit il y a une tendance à la hausse. Laquelle? Depuis des années, le nombre de Français qui rentrent et qui sortent de l'impôt sur le revenu sont à peu près comparables. Il y a eu une augmentation, effectivement, en 2012. Pourquoi? Pour des raisons qui tiennent au fait qu'une décision a été prise en 2011, ce qui explique pour partie le passage de 2,6 millions à 2,9 millions. Cette décision, c'était quoi? C'était le gel du barème de l'impôt sur le revenu qui a conduit des Français dont le revenu n'avait pas augmenté à rentrer dans l'impôt. Il y a eu la mise en place de la suppression de la demi-part des veuves, mesure très injuste pour les retraités, qui a conduit des retraités à rentrer dans l'impôt sur le revenu. Et nous avons décidé de corriger cela. Nous avons décidé de corriger cela dans la loi de finances pour 2013 en mettant en place une décote et une modification du revenu fiscal de référence. Et nous avons, dans le budget 2014, l'intention de réindexer le barème et de remettre en place des mesures de décote et de réindexation. Ces mesures que nous avons prises l'an dernier, si nous ne les avions pas prises, 7,4 millions de Français seraient rentrés en plus dans l'impôt sur le revenu. Nous sommes donc en train de corriger des mesures injustes qui ont été prises en 2011 et qui ont conduit les Français à entrer dans l'impôt sur le revenu alors qu'ils étaient en situation de difficulté ou qu'ils appartenaient à la catégorie des Français modestes. Vous ne pouvez pas nier quand même, Bernard Cazeneuve, que dans le climat actuel, on frôle un peu, pardonnez-moi l'expression, la dépression fiscale. Un des députés socialistes l'a dit aujourd'hui, Christian Paul, des annonces d'impôts tous les jours, cela devient très anxiogène. Alors je vais vous poser la fameuse question sur la pause fiscale ou pas pause fiscale. Les Français sont un peu perdus en ce moment. Quand leurs impôts vont arrêter d'augmenter exactement? Nous avons décidé d'ajuster le budget de l'État essentiellement par des économies en dépenses. En 2014, nous faisons 15 milliards d'économies. Je vais vous rappeler quelle a été la séquence fiscale des dernières années. 2011, le gouvernement Fillon fait 20 milliards de prélèvements sur les Français. En 2012, il en fait 13. Notre gouvernement prend 8 milliards de mesures fiscales et en 2013, nous faisons 20 milliards de prélèvements. Voilà les chiffres qui concernent le gouvernement de François Fillon et notre gouvernement. Cette année, si je neutralise la lutte contre la fraude fiscale dans le volume des prélèvements supplémentaires, c'est 1 milliard. On passe de 20 milliards de prélèvements à 1 milliard. Vous appelez ça comment? Et nous faisons 15 milliards d'économies en dépenses. Et l'an prochain, nous ajusterons notre budget exclusivement par des économies en dépenses. Voilà quelle est l'évolution de la pression fiscale. Voilà ce que nous voulons faire. Alors, il est vrai que des décisions ont été prises concernant l'augmentation de la TVA. Ces mesures représentent 6 milliards du fait du passage de 19,6 à 20 de la TVA. Ces mesures, d'ailleurs, n'ont pas nécessairement vocation à se répercuter sur les prix. Ces mesures sont destinées à financer le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est-à-dire la diminution des charges sur les entreprises. Cette année, c'est 10 milliards nets d'allègement de charges sur les entreprises. C'est une diminution du coût du travail de 4%. Voilà ce que nous faisons. Gilles Carrez, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, lui, il parle d'une augmentation des impôts en 2014. 12 milliards contre 10 milliards selon vos chiffres. C'est vrai ou c'est faux? Les mesures que nous avons prises pour 2014 sont des mesures qui sont destinées à rénover et à sauver le modèle social français. Nous avons pris des mesures sur le quotient familial pour combler le déficit de la branche famille qui nous a été laissé. Nous avons pris des mesures sur la retraite pour sauver le système de retraite. Mais il y a une partie de ces prélèvements qui sont motivés par la volonté qui est la nôtre de sauver le modèle social français qui était en danger en raison des déficits. Nous avons pris nos responsabilités.
C'est vrai que nous avons appelé les Français à l'effort, mais nous avons appelé les Français à l'effort pour réduire les déficits. Et je veux quand même vous rappeler que le déficit que nous avons trouvé en 2012, c'était 5,3%. Nous l'avons réduit, 4,8% en 2012. 4,1% en 2013 et 3,6% en 2014. Donc les efforts que nous demandons aux Français permettent le rétablissement de nos comptes et ils permettent aussi le retour de la croissance, comme en témoignent les résultats de croissance au deuxième trimestre de l'année 2013. Donc nous faisons à la fois le redressement de nos comptes et nous préparons le redressement de notre économie à travers le retour de la croissance. Voilà quelle est notre politique. Mais est-ce que vous aussi, vous ressentez le ras-le-bol fiscal des Français ? Ce que je ressens chez les Français, c'est la volonté... Valérie Pécresse va même jusqu'à parler de Français au bord de la révolte fiscale. Madame Pécresse a été ministre du Budget. Donc les 20 milliards dont je vous parlais... Donc elle connaît son sujet. Non, mais justement, elle est experte en matraquage fiscal puisqu'elle a fait un budget à 20 milliards en 2011 et un budget avec 13 milliards de prélèvements sur les Français en 2012. Je l'imagine que Madame Pécresse, avec l'honnêteté intellectuelle qui est la sienne, l'a reconnue devant vos caméras. Voilà le bilan de Madame Pécresse. Moi, je fais un budget en 2014 avec 1 milliard de prélèvements et 3 milliards en tout, dont 2 milliards sont issus de la lutte contre la fraude fiscale. Parce que tout ce que l'on va chercher chez les Français qui ne paient pas leurs impôts parce qu'ils ont décidé de s'y soustraire, parce qu'ils fraudent, ce sont des impôts en moins sur les Français qui, eux, s'acquittent de leur devoir de contribuable. Mais est-ce que vous aussi, vous ressentez le ras-le-bol fiscal des Français ? Ce que je ressens, c'est la nécessité de procéder au redressement de nos comptes, essentiellement par des économies en dépenses. Nous allons présenter un budget 2014 avec 15 milliards d'économies. Et ces 15 milliards d'économies permettent de faire diminuer la dépense de l'État de 1,5 milliard en 2014. Est-ce que vous avez une année au cours des 10 dernières années où la dépense de l'État a diminué de 1,5 milliard? Si vous avez une date, donnez-la moi, il n'y en a pas. Voilà la politique que nous menons, des économies en dépenses pour épargner les Français des impôts. Dernière question, Bernard Cazeneuve, est-ce que c'est le bon moment pour annoncer la création d'une taxe climat-énergie, comme s'apprête à l'annoncer François Hollande à la conférence sur l'environnement vendredi? Mais moi, je n'ai pas vocation à annoncer des décisions avant le président de la République. Quand le président de la République aura procédé à cette annonce, s'il l'a fait, je vous dirai ce qu'il y a dans cette contribution énergie-climat et ce qu'elle permet. Visiblement, c'est acté, hein, si oui, on en lit. Écoutez, le président de la République s'exprimera demain. Le président de la République s'exprimera demain à la conférence environnementale et les ministres n'ont pas vocation à annoncer ce que le président de la République a prévu d'annoncer au moment où il l'a jugé opportun. On suivra donc demain à la conférence environnementale le discours de François Hollande. Merci beaucoup Bernard Cazeneuve d'être venu cet après-midi en direct sur notre plateau. On va écouter un extrait de la séance des questions d'actualité tout à l'heure avec la réponse justement autour de la fiscalité de Pierre Moscovici, le ministre des Finances. On l'écoute. En vous rappelant quand même que vous n'avez aucune leçon à nous donner. Vous qui avez augmenté les prélèvements obligatoires de 35 milliards d'euros durant les 2 dernières années de la législature précédente. Vous qui aviez voté l'augmentation de la TVA de 19,6 à 21,2%. Et si vous étiez resté au pouvoir, les Français paieraient en la matière 12 milliards d'euros de plus. 12 milliards d'euros de plus. Vous n'avez aucune, mais alors aucune leçon à nous donner sur les prélèvements. Voilà, donc Pierre Moscovici qui répondait tout à l'heure dans l'hémicycle au sénateur. Éric Bocquet, bonjour. Merci. Vous avez tout à l'heure justement interpellé le gouvernement sur la fiscalité. On va poursuivre sur cette thématique. Nous a rejoint également sur le plateau David Assouline, sénateur socialiste, porte-parole du Parti socialiste. Éric Bocquet, donc est-ce que vous êtes satisfait des réponses que vous ont apportées les ministres Bernard Cazeneuve et Pierre Moscovici cet après-midi autour justement de la fiscalité et de cette question d'une pause fiscale ou non? Non, écoutez, l'intervention... Est-ce que c'est un peu plus clair dans votre esprit? Non, la réponse ne nous rassure aucunement. Les premières indications données par le gouvernement ces derniers jours semblent bien confirmer qu'on est sur les rails du TSCG adopté ici même au Parlement sans nous et sans la consultation du peuple français. Alors TSCG, il faut expliquer pour nos téléspectateurs. Traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance, voilà, avec la règle d'or, 0,5% du déficit, etc. Et les sanctions éventuellement demandées par des pays partenaires. On est dans cette logique austéritaire que nous avons rejetée et que nous combattons encore, donc nous ne sommes pas du tout rassurés quant aux annonces faites aujourd'hui. Effectivement, dans les jours qui viennent, la France va présenter à la Commission européenne
pour la première fois son projet de budget pour 2014 en application du traité. Et ça vous gêne que la France soumette son projet de budget? Que l'on n'ait pas consulté le peuple français sur une telle disposition, c'est quand même une perte de souveraineté assez considérable, cette disposition. C'est l'Europe qui va nous dire aujourd'hui quel budget... Ça a été adopté par le Parlement. Oui, par le Parlement seul, une majorité au Parlement. Mais souvenez-vous qu'en 2005, les députés et sénateurs ensemble avaient en Congrès très majoritairement approuvé le traité qui a été rejeté par le peuple français le 29 mai 2005 à 55%. Il y a quand même un décalage dont il faut tenir compte. Mais là, les Français ont voté pour François Hollande à la présidentielle. Oui, mais pas pour le TSCG. David Assouline, sur ce point, effectivement, c'est une première. En application du traité, la France va soumettre son projet de loi de finances 2014 à la Commission européenne. Est-ce que vous avez l'impression de perdre un peu votre indépendance? Écoutez, c'est la règle. Je considère qu'à partir du moment où François Hollande, devant le peuple français et souverain, a été élu en disant qu'il allait réduire la dette et se conformer à ses impératifs, les Français, en l'élisant, ont approuvé. Ils n'ont pas élu Jean-Luc Mélenchon qui proposait l'inverse, et c'était son droit. Moi-même, en son temps, j'ai rejeté ce traité, mais une fois qu'il est là, il impose des règles et il a aussi ses effets positifs. Et on a vu que dans le reste de l'Europe, il a pu être appliqué de façon à imposer des politiques d'austérité à ses peuples. Ce n'est pas le choix de François Hollande, qui aujourd'hui ne pratique pas une politique d'austérité et a combattu, y compris de façon très forte dès sa prise de fonction, contre l'austérité au niveau européen, en imposant que l'ordre du jour maintenant des discussions sont la croissance et la recherche de croissance, parce que l'austérité empêche d'avoir cette perspective européenne et au contraire à enfoncer à chaque fois un peu plus les peuples à qui on disait c'est avec l'austérité que vous allez rebondir, la Grèce ou l'Espagne par exemple, ça les a enfoncés, l'autre voie est la meilleure. Je ne veux pas rentrer en plus dans une polémique avec le Parti communiste là-dessus, on connaît les positions respectives. Je pense qu'on peut s'accorder ensemble pour faire en sorte et pour dire quand même qu'il n'y a pas un pays européen qui a fait l'effort que nous avons fait, malgré les contraintes budgétaires, pour l'éducation nationale et pour le recrutement d'enseignants de professeurs. Ça n'existe nulle part. Et c'était l'inverse sous la droite. Et Éric Bocquet, à la lecture du Monde de ce soir, on apprend que le président de la République s'apprête à annoncer demain lors de la conférence sur l'environnement la création d'une nouvelle taxe, une contribution climat-énergie. Vous dites quoi, vous, aujourd'hui, une taxe de plus ? Oui, malheureusement une taxe de plus. On est loin de la pause fiscale ? On est très loin de ça, effectivement, alors que des ressources considérables sont aujourd'hui largement épargnées. J'en ai parlé dans l'intervention, mais ça figure dans la presse, le classement des 500 premières fortunes professionnelles de France, plus 25% en un an. Dans une année de crise, c'est quand même pas mal. 40 milliards de dividendes annoncés en distribution par les groupes du CAC 40. Voilà des ressources quand même auxquelles il faudrait s'intéresser de près. David Assouline, cette taxe, cette contribution climat-énergie, qui doit la payer? Est-ce que c'est les particuliers, c'est nous qui allons devoir contribuer, les entreprises, les industriels? J'attends quelle est l'annonce. Cette discussion, en général, a lieu depuis longtemps. Et on voit bien la difficulté. Il faut absolument qu'il y ait d'engagés et des moyens pour la transition énergétique. Et en même temps, il ne peut pas y avoir de taxes punitives, notamment pour les plus défavorisés. Tout ce qui peut faire que quelqu'un qui a déjà des grandes difficultés à assurer son emploi dans une région où il n'y a pas encore d'offres alternatives en transport soit obligé de prendre sa voiture pour travailler. Il ne faut pas que lui soit pénalisé. Vous n'avez pas l'air convaincu, oui. Ah non, je suis très convaincu sur le fait qu'il faut absolument que cette mutation qui va nécessiter des efforts, qui va nécessiter de rompre avec des habitudes, soit engagée. Quel est le rythme ? Comment on ajuste à un moment donné où il y a une telle crise sociale et économique qui pèse sur les plus défavorisés? C'est l'arbitrage que va rendre le Premier ministre dans son annonce. Et si le ministre tout à l'heure n'avait pas vocation à anticiper les annonces du président de la République, le porte-parole du Parti socialiste encore moins. En tout cas, c'est pour satisfaire les Verts. Non, je ne crois pas qu'on est dans ces... Je vais vous dire, très franchement, ce qui m'a irrité dans la polémique autour de soi-disant ultimatum, etc., c'est que le budget de la nation ne se fait pas à l'aune de tel ou tel débat de congrès de tel ou tel parti. C'est des intérêts fondamentaux du pays, c'est l'intérêt général qui doit être mis sur la table, toutes les convictions doivent être respectées.
mais ne croyez pas que quand le gouvernement ou le président de la République aborde des sujets aussi importants que la transition énergétique et la fiscalité, ce soit pour faire plaisir à un tel ou un tel. Vous avez plutôt l'impression que c'est pour servir le groupe des Verts, Éric Bocquet? Écoutez, je crois que c'est loin des préoccupations des gens, toutes ces combines-là. La préoccupation essentielle des hommes et élus et femmes politiques que nous sommes, c'est l'intérêt de la nation, l'intérêt des gens. Il y a des souffrances dans ce pays, il y a des difficultés qui s'accumulent. Le Secours populaire a montré il y a quelques jours l'aggravation de la pauvreté. Autrement dit, la richesse ne fait que croître et embellir, et dans le même temps, les inégalités qui s'aggravent. On doit s'attaquer frontalement à cette situation. Quelle va être la position de votre groupe lors de l'examen ici au Sénat du projet de loi de finances pour 2014? On se souvient que l'année dernière, vous avez mené bataille contre le projet de loi de finances 2013. Du coup, le texte n'avait pas pu être adopté ici au Sénat. C'était une première. Cette année, comment ça va se passer? Quelle est votre position? Écoutez, nous examinerons le texte de près avec les réserves d'ores et déjà qu'on vient de prononcer, mais vous évoquez 2012, mais moi j'évoquerai 2011, où la nouvelle majorité sénatoriale avait réussi à voter un contre-budget sous l'ancienne majorité qui dégageait 30 milliards de recettes. Nous avions ensemble voté ce nouveau budget. Ça n'a plus été possible l'an dernier. Que s'est-il passé entre deux? Nous continuerons, nous, à être porteurs de ces propositions dans le débat qui s'annonce. Alors, on va parler maintenant du projet de loi examiné en ce moment par le Sénat qui vise à limiter le cumul des mandats. Avant d'en discuter en plateau avec nos invités, je vous propose de regarder ce reportage de Flora Sauvage tourné ce matin dans les couloirs du Sénat, alors qu'hier soir en séance, eh bien, le Sénat a adopté 3 amendements identiques du groupe RDSE, les radicaux de gauche, de l'UMP et des centristes. Un amendement qui vise en fait à donner une exception aux sénateurs par rapport au statut des députés. Écoutez. 23h35, le Sénat passe à l'attaque. Nous en venons par conséquent à 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Hier soir, dans un hémicycle très remonté contre le projet du gouvernement, les sénateurs examinent l'amendement des radicaux de gauche. Objectif, maintenir la possibilité de cumuler un mandat de parlementaire avec un mandat local. Il nous reste la nécessité de dire par un amendement, disant une chose claire, simple, qui n'est aucunement excessive, de dire que tout sénateur aura la possibilité de conserver un mandat exécutif, que ce local, que ce soit maire ou président d'intercommunalité ou président d'un exécutif départemental ou régional. Adopté par 211 voix contre 83, c'est un baroud d'honneur pour le gouvernement. Au sein du groupe socialiste, 25 sénateurs ont voté contre l'avis du gouvernement. Face à cette opposition, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a choisi la fermeté. Vous savez, le Sénat, dans les années 20, dans les années 30, avait refusé ce que l'Assemblée nationale proposait à l'époque, le droit de vote pour les femmes. Le Sénat a refusé il y a quelques semaines le scrutin binominal qui instaure pour les élections départementales la parité absolue. Ça rentre dans les faits puisque l'Assemblée nationale l'a voté. Parfois le Sénat, qui est une chambre qui travaille très bien avec des rapports, des textes de loi, des débats qui sont intéressants et passionnants, oublie qu'il y a des mouvements dans la société. Dans les rangs de l'UMP, on se félicite de l'échec du gouvernement. Mais on n'apprécie guère le style de Manuel Valls. La méthode du ministre et le ton qu'il a employé, particulièrement agressif, j'allais dire menaçant, est absolument intolérable. Nous ne céderons pas aux pressions et je pense que le match n'est pas terminé. Il y a d'abord le vote à l'Assemblée nationale. Bon, on peut imaginer qu'il soit assuré. Puis il y a le recours au Conseil constitutionnel. En attendant, le Sénat doit voter le projet de loi d'ici à vendredi, avant que l'Assemblée nationale ait le dernier mot. Voilà, Philippe Dallier, le vote de ces amendements hier soir au Sénat a fait dire ce matin à Jean-Vincent Placé que le Sénat avait donné un spectacle déplorable en refusant cette limitation du cumul des mandats. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Oh, rien en particulier, écoutez, ce sont des propos, je vais dire déplacés, sans jeu de mots. Le Sénat a émis un avis et chacun aura pu constater que les avis étaient très partagés. Ça n'a pas été une bataille droite-gauche au sein du groupe socialiste. La quasi-totalité du groupe des radicaux de gauche ont pris des positions conformes à celles que l'UMP a pu prendre. Donc le débat en ringardise ou ce type de propos, je les récuse. La question, c'est effectivement de savoir ce que doit incarner le Sénat. Qu'est-ce que c'est qu'un sénateur ? Jusqu'à plus ample informé, la Constitution le dit, le
Sénat représente les collectivités territoriales. Donc le fait de poser la question du lien entre le sénateur et le territoire, c'est une vraie question. Le Sénat y a répondu. Que ça puisse déplaire à Manuel Valls, on peut le comprendre, mais le Sénat est libre de ses choix. Alors on va parler de cette spécificité du Sénat, mais d'abord David Assouline, vous comprenez, vous êtes pour le texte du gouvernement, vous faites partie des socialistes qui vont voter pour ce texte. Votre groupe est très divisé, comme l'a rappelé Philippe Dallier, mais est-ce que vous comprenez que certains de vos collègues, y compris socialistes, puissent vouloir conserver cette spécificité du Sénat, c'est l'article 24 de la Constitution, à savoir la représentation des collectivités territoriales? Alors, déjà, avant de répondre précisément à votre question, je veux quand même rappeler qu'à l'Assemblée nationale, pas de voix se sont élevées pour demander une spécificité au Sénat. Et la droite en bloc a rejeté la loi parce que même pour les députés, l'UMP ne veut pas de ce non-cumul. Il faut quand même rappeler les choses parce qu'on croirait qu'il n'y a pas de débat gauche-droite. Il y a un débat gauche-droite où c'est la gauche qui propose cette loi, c'est la droite qui se refuse à envisager, ici que pour les sénateurs, mais globalement, à l'Assemblée nationale, c'est l'ensemble qui a été rejeté. Alors, pour répondre à votre question... Oui, parce qu'on est ici au Sénat cette semaine, et effectivement, du coup, les sénateurs se font traiter de ringards, et il faut comprendre aussi pourquoi ils refusent cette modification. Comme l'ensemble des parlementaires, j'ai eu moi-même cette réflexion. Et je trouve tout à fait logique que le débat sur la spécificité des sénateurs par rapport au non-cumul ait été posé. Parce qu'effectivement, nous sommes en charge d'assurer la représentation des collectivités territoriales. Mais le débat a lieu sur comment on l'assure. Et ce n'est pas automatique, comme certains veulent le dire, que si on veut continuer à assurer cette fonction institutionnelle spécifique au Sénat, on doit cumuler avec un exécutif. C'est le collège électoral qui l'assure. Ceux qui nous élisent sont des élus, représentant les collectivités territoriales. Ont peur de se couper de leurs électeurs en n'étant plus eux-mêmes des élus locaux. Je vais d'ailleurs vous dire quelque chose en inversant la charge de la preuve. Ici, il y a 40% de sénateurs qui n'ont pas de mandat d'exécutif local. Ça voudrait dire qu'ils seraient des mauvais sénateurs parce qu'ils n'ont pas ces fonctions. Il faut obligatoirement... Non, mais sans être à la tête d'un exécutif, ils peuvent être adjoints au maire, ce qu'ils ne pourront plus à partir de 2017. Aujourd'hui, je vous dis, 40% des sénateurs n'ont pas de fonction exécutive nulle part. Ils font leur travail. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins bons sénateurs que ceux qui sont dans des exécutifs locaux? J'ai la conviction, madame, qu'aujourd'hui, avec les compétences qui sont données aux exécutifs locaux, avec la décentralisation, on ne peut pas faire deux plein temps, ou on fait un plein temps dans un exécutif local ou comme parlementaire. Et renforcer le Sénat, c'est permettre aux sénateurs de consacrer leur plein temps à l'activité parlementaire. Et je salue tous ceux qui veulent que le Sénat prenne ce chemin de la rénovation de la vie politique. Alors, la réponse de Philippe Dallier, qui est sénateur... Attendez, Philippe Dallier, vous êtes sénateur, vous êtes également maire d'une ville de la couronne parisienne, donc vous êtes cumulard. Oui, et j'assume. Et je vais vous dire quelque chose de très clair. Si je peux avoir une valeur ajoutée ici au Sénat sur les sujets dont je traite en particulier, la politique de la ville, le logement, la gouvernance des territoires, le Grand Paris, etc., je le dois essentiellement à mon mandat de maire. C'est parce que tous les jours, en tant que maire, je suis confronté à ces dossiers, que je reçois mes concitoyens, que je connais bien la réalité. Voilà, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. La deuxième chose, sur le fait que 40% de sénateurs ne sont pas directement membres d'un exécutif, je pense que l'élection à la proportionnelle qui se généralise ici est en train effectivement de changer les choses. Et le risque que j'y vois, c'est qu'effectivement, de plus en plus, une grande proportion de sénateurs ne seront plus directement en contact avec les réalités. Or, nous sommes la Chambre qui représente les collectivités territoriales. Et enfin, sur le texte qui nous a été présenté par le gouvernement... Rien ne vous interdit dans le texte tel qu'il a été présenté par le gouvernement d'être un simple conseiller municipal. Conseiller municipal, ça effectivement, on est très en contact avec les réalités. Mais ce que le texte du gouvernement... Non, monsieur Assouline. Ce que le texte du gouvernement permet, on peut être parlementaire et conseiller de Paris, parlementaire et conseiller régional d'Île-de-France où il y a 12 millions d'habitants, mais parlementaire et maire d'un village de 500 habitants, ça on n'a pas le droit de l'être. Alors écoutez, moi j'aurais aimé effectivement
qu'on introduise un certain nombre de restrictions pour éviter que les présidents ou les maires des très grandes villes ou des très grands exécutifs, effectivement, ne puissent pas être parlementaires. Mais le problème de ce texte, c'est que vous allez à une interdiction absolue et en cela, vous allez effectivement remettre en cause ce qui fait la spécificité du Sénat, parce que la vocation du Sénat, ça n'est pas d'être le clone de l'Assemblée nationale, ça n'aurait aucun sens et ça n'est pas ce que dit la Constitution. Effectivement, c'est ce qu'on reproche à ce texte, David Assouline, c'est d'être venu un peu trop vite, d'être un peu trop populiste, que ce soit un engagement de campagne de François Hollande et qu'il n'y ait pas eu assez de réflexion et qu'on n'ait pas pris le temps de la réflexion justement au Parlement, du fait notamment que le texte est examiné avec la procédure accélérée. Non, écoutez, franchement, ce débat, il a lieu depuis très très longtemps, en fait. C'est pas un débat récent et que les blocages viennent du fait que ceux qui ont à se prononcer, c'est tout à fait légitime, eh bien, parlent d'eux-mêmes. Et donc, bien entendu, quand il s'agit de changer leur propre statut, il y a des réticences. Et je le comprends, moi, je ne suis pas dans l'invective et je ne traiterai personne de populiste, y compris quand on veut dénaturer la parole d'un tel ou d'un tel parce qu'il habite Paris ou il parle, ou il a des responsabilités dans un parti politique. Je vais répondre concrètement à M. Dallier. Un conseiller municipal aujourd'hui, ça ne serait pas proche des réalités? Seul le membre de l'exécutif, c'est une insulte pour les dizaines de milliers de conseillers municipaux qui sont élus pour être proches de leurs concitoyens. Moi, je vous le dis très franchement, je me sentirais avec une part d'illégitimité si je n'étais pas élu à un endroit au suffrage universel direct par les citoyens. Donc je suis, oui, conseiller de Paris. Ça fait une trentaine d'années que je suis dans le même quartier, que je suis au plus proche des réalités. Je vais vous le dire. Ben oui, comme conseiller. Ben, attendez, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Moi, j'essaye de ne pas être dans la rigolade ni dans le dénigrement. Je conçois s'il y avait coupure. Laissez-moi vous le dire. S'il y avait la proposition d'une coupure totale entre la possibilité d'être parlementaire et d'être un élu municipal ou territorial en général, j'aurais été contre ce texte. C'est le fait qu'on ne puisse pas être dans un exécutif. Monsieur Dallier a raison de dire, mais c'est quand même pas pareil un président de région et un maire d'une ville de 500 habitants ou d'un village de 500 habitants. Mais c'est pas ces propositions-là d'amendement qui ont été faites. C'est exonérer les sénateurs. Or, le Sénat fait la loi dans l'intérêt national et de celui de la République. La République est une et indivisible. On ne représente pas son territoire, on représente la nation quand on légifère. Et je trouve que ce débat est très intéressant. Il méritait mieux que des invectives ou essayer de dénigrer par telle ou telle caractérisation les uns et les autres. En tous les cas, ce que je sais, c'est que ceux qui sont contre le populisme, qui veulent revaloriser donc la représentation parlementaire et le mandat électif, le mandat de représentant. Vous pensez que ça va suffire à réhabiliter le politique ? Oui, moi je pense que ça aide. Il n'y a rien qui réhabilite en soi. Sauf que quand on dit vous nous élisez à une fonction, eh bien on va la remplir à plein temps, on renforce la crédibilité du Parlement. Philippe Dallier. Le paradoxe de cette affaire, c'est que tout le monde convient que tout devient de plus en plus complexe. Les sujets que nous traitons, les textes que nous votons, et on critique, entre guillemets, la professionnalisation de la politique. Mais il faut aussi bien prendre conscience des choses. Et vous pensez qu'elle va s'accentuer, cette professionnalisation, avec la fin du cumul ? Écoutez, je n'en sais rien, mais en tous les cas, on a l'air de fustiger cette professionnalisation. Mais quand on a des sujets complexes à traiter et quand les textes se multiplient, eh bien moi je vous dis une chose, pour que la loi soit bien faite, il faut des gens qui connaissent bien le sujet et donc qui le pratiquent. Si vous êtes conseiller municipal dans une ville, et moi ça fait 30 ans que je suis élu local dans une ville, je vous assure que si vous êtes un simple conseiller municipal, vous n'avez pas la même maîtrise des dossiers que le maire ou qu'un maire adjoint. Mais rien ne vous interdit. Vous êtes en train de dire que les sénateurs qui ne sont pas dans un exécutif sont des incompétents. Vous êtes en train de dire ça. Vous êtes dans la caricature comme souvent. Ce que je vous dis, c'est que la professionnalisation et l'expérience que l'on tire d'un mandat local, c'est fondamental pour que la loi soit bien faite. Sinon, qu'est-ce qui se passera? On le sait au fil du temps. Ce sont les partis politiques et leurs apparatchiks qui envahiront les assemblées d'un côté, et de l'autre côté, ce sont les administrations d'État, des administrations centrales des grands ministères qui feront les textes. C'est déjà trop souvent le cas aujourd'hui. Et si en face, vous n'avez pas les parlementaires qui sont de vrais techniciens,
qui ont l'expérience, eh bien le pouvoir quittera les hémicycles et se trouvera ailleurs, et c'est déjà trop souvent le cas. David Assouline, quelques instants avant d'écouter Manuel Valls hier dans l'hémicycle du Sénat, justement sur le texte cumul. Je pense que les arguments ne peuvent pas être binaires. Bien entendu, un certain nombre de sénateurs peuvent avoir eu ce parcours et cette expérience et cette professionnalisation en ayant été dans un exécutif ou maire. Une fois qu'ils sont sénateurs après ce parcours, et souvent ça les a aidés à devenir sénateurs et à avoir eu ce parcours, ils peuvent arrêter d'être dans un exécutif. Aujourd'hui, je donne un exemple. Quelqu'un qui cumule un exécutif important et un mandat de parlementaire est obligé, dans ses fonctions d'exécutif local, de déléguer beaucoup de choses, ou sinon il ne serait pas ici. Quand il est ici, c'est évident qu'il y a beaucoup de choses qui sont déléguées sur le terrain. Pourquoi, s'il veut rester dans son exécutif, eh bien il peut aussi déléguer le fait à un autre d'être le sénateur qui va représenter sa collectivité. Et inversement, donc je pense qu'on peut arriver à une harmonie, et moi j'appelle les uns et les autres à réfléchir. Oui, dans l'ancien système, beaucoup de choses sont vraies dans ce que dit M. Dallier. On ne pouvait pas devenir sénateur si on n'était pas d'abord maire ou président d'un exécutif. C'est l'ancien système, ça fonctionnait comme ça depuis des décennies. Avec ce nouveau système, donc je comprends les réticences, mais à des moments, il faut faire le pari. Avec ce nouveau système, vous verrez que tout le monde y retrouvera son compte, et surtout la démocratie, et surtout le prestige du Parlement, et en particulier du Sénat. David Assouline, merci. On va écouter quelques instants Manuel Valls. C'était hier soir dans l'hémicycle pendant la discussion générale autour du projet de loi justement sur la limitation du cumul. Et puis Esther Benbassa, sénatrice écologiste, va prendre votre place. David Assouline, elle est devenue sénatrice sans passer par l'exécutif d'une collectivité. Elle va nous raconter. On écoute Manuel Valls. Vous le savez, et vous le savez parfaitement, ce texte sera adopté en dernière lecture par l'Assemblée nationale, avec les principes et les équilibres qui vous ont été donnés. Et c'est pour ça que vous devez accompagner ce texte. Quel que soit le vote qui sera le vôtre, ce texte sera adopté et il renforce le Sénat. Esther Benbassa, bonjour, merci d'être avec nous, toujours avec Philippe Dallier, sénateur UMP sur le plateau. C'est vrai que vous avez été élu ici en 2011 au Sénat, sans passer finalement par la tête d'une collectivité locale. C'est un petit peu différent comme parcours, mais c'est tout à fait faisable. Oui, c'est faisable, peut-être dans les petits partis. C'est pour cela que je suis pour le non-cumul, mais en même temps, je ne crois pas que le non-cumul soit le seul remède à ce qui ne marche pas. D'abord, c'est dans les partis. Les partis ont des modes de fonctionnement qui ne permettent pas que la diversité, quand je parle diversité, c'est des chefs d'entreprise, des ouvriers, des femmes, des Noirs, des Maghrébins, etc., que la diversité de la France soit représentée dans les instances représentatives. Il y a un vrai problème. Il y a un problème aussi des mentalités des politiciens qui ne veulent pas changer, qui veulent rester sur leurs principes. Et moi, mais justement, certains craignent que sans ancrage local, les parlementaires seront désormais beaucoup plus soumis aux partis qui donnent les investitures, hein, finalement, pour les élections. Oui, mais enfin, ce ne sera pas plus, surtout pour les sénateurs qui sont élus par les grands électeurs. Bon, écoutez, moi, vous m'avez posé une question personnelle, je ne veux pas personnaliser ça, mais écoutez, moi, j'étais une intellectuelle, on est venu me chercher. Sociologue, oui. Historienne. Et je suis venue pour tenter l'expérience. C'est vrai que j'ai appris et je ne suis pas moins aimée dans mon département, enfin que quelqu'un qui a d'autres fonctions. Mais vraiment, j'en suis convaincue qu'il faut changer les institutions en France, il faut changer le fonctionnement des partis, les mentalités des politiciens, sinon le Parlement ne ressemblera pas à la nation et on continuera à ne pas être aimé par la population. Nous prenons les problèmes par le mauvais côté. Philippe Dallier, est-ce que vous avez l'impression de ne pas ressembler à la nation ? Vous savez, moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et j'ai été élu au Sénat en 2004 sans étiquette politique. J'y suis allé tout seul et j'ai été élu. Voilà. Ce que je sais, madame, c'est qu'il faut conserver cette possibilité parce qu'il faut des parlementaires le plus libres possible. Je comprends que chez les Verts, on veuille la proportionnelle, toute la proportionnelle, rien que la proportionnelle, parce que sinon ils n'ont pas... C'est le cas de beaucoup de petits partis. Mais oui, mais parce que sinon... Non, parce que au RDSE, ils plaident exactement l'inverse.
Et pourtant, eux, ils demandent effectivement le scrutin territorialisé. Mais chez les Verts, on veut la proportionnelle partout, sous couvert de diversité, etc. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont un problème électoral, sinon ils n'ont pas d'élus. C'est ça la vérité. Ah oui, alors moi, je tiens à la liberté des parlementaires, la plus grande possible, et notamment ici au Sénat. Parce que c'est ce qui fait la richesse de cette Assemblée. Et quand on dit qu'il faut que les assemblées soient à l'image du pays, il faut faire attention à ce qu'on dit, moi je suis d'accord, mais le Parlement, c'est aussi l'élite de la nation, ce sont ceux qui vont faire la loi. Ah bon? Donc, oui, mais pas seulement l'élite, la France n'est pas constituée que d'élite. Il y a des jeunes, des vieux, il y a... Mais madame, vous avez des gens qui sont brillants chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les gens d'origine diverse, ça n'est pas la question. Ils ne sont pas ça n'est pas la question. Mais il faut arrêter d'essayer de nous présenter l'objectif de diversité. Enfin, écoutez, c'est pas un sondage de la Sofres, la mise en place du Parlement, ça n'est pas ça. L'idée, c'est effectivement des gens qui sont reconnus par leurs pairs, les Français ou les grands électeurs, qui sont jugés dignes de faire la loi. C'est ça la démocratie. Donc arrêtez de nous renvoyer sans cesse cette image de ringardise, de gens qui veulent rester... C'est vous qui le dites, qui veulent moi, rester accrochés à leur siège. C'est Jean-Vincent Placé qui a dit ce matin que le Sénat donnait un bon. spectacle déplorable. Vous partagez ces propos? Écoutez, moi j'ai trouvé d'abord hier justement avec certaines interventions d'un pathétique exceptionnel. C'était pathétique. Le RDSE qui essayait, c'était pathétique. Qui essayait, Monsieur Mézard avec ses incantations, essayait quand même de sauver la baraque parce que le RDSE n'existerait pas sans le cumul. Mais comme vous, sans la proportionnelle. Bon, écoutez, laissez-moi terminer. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais. Et c'était pathétique d'attaquer les gens. Moi, je viens de notre monde, du monde des idées aussi. On respecte les gens et on ne cite pas des noms. On était pathétique. On a donné à la nation une image des gens divisés, qui ne s'étaient pas concertés, qui disaient n'importe quoi, qui insultaient. Alors, si c'est ça le Parlement, eh ben, les Français ont raison de ne pas nous aimer. Écoutez, moi je n'ai pas entendu d'insultes. Si vous en avez entendu, on n'a pas entendu les mêmes gens s'exprimer. Mais puisqu'on revient... Il y a quand même eu quelques attaques nominatives. Ah oui. Allez, très peu, mais en tous les cas, pas des gens cités, mais pas des insultes. Pas des insultes. Maintenant, je reviens au débat. Arrêtez un peu de nous dire n'importe quoi. Vous regrettez que le débat n'ait pas eu lieu. Mais enfin, il faut quand même ressouligner une chose. Alors que ce texte ne s'appliquera qu'à partir de mars 2017, donc dans plus de 3 années, on nous fait délibérer en urgence, en interdisant purement et simplement un véritable dialogue entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez qu'un gouvernement qui prétend effectivement engager le dialogue sur un sujet aussi complexe, est-ce que vous trouvez qu'il est normal qu'on utilise la procédure d'urgence dans une session extraordinaire et qu'il ne puisse pas y avoir de navette parlementaire? C'est aussi peut-être pourquoi, effectivement, les débats sont aussi durs dans l'hémicycle. Non, mais ce n'est pas la seule raison. C'est que vous avez du mal à vous adapter à votre nouveau statut qui est d'être dans l'opposition. Mais est-ce que vous regrettez quand même, Esther Benbassa, l'absence de débat un peu long sur ce sujet ici au Sénat et à l'Assemblée nationale et que le gouvernement adopte la procédure accélérée sur ce texte? Non, mais moi je ne suis pas pour la procédure accélérée. Moi je suis pour le dialogue, pour la discussion. Je trouve en plus qu'humainement, physiquement, on n'arrive pas quand même à tenir le coup. On est là jusqu'à 2h50 du matin. Et puis il y a une autre loi qui arrive, etc. Bon, il faut discuter, mais moi ce qui me chagrine, c'est que le Parlement, je le dis ouvertement, je viens de l'extérieur, la pensée ne circule plus. Maintenant, la pensée a été remplacée par des cris, vociférations, insultes, etc. Si c'est ça la démocratie, pour moi c'est pas la démocratie. Franchement, c'est le nouveau style maintenant. Écoutez, depuis que certains sont arrivés peut-être, mais en tous les cas, excusez-moi de vous dire que je trouve que le Sénat ne ressemble pas encore, et j'espère ne ressemblera jamais à cela. Il ne faut pas en rajouter, parce que vous savez, à s'auto-dénigrer sans cesse, comme vous le faites, et à vouloir nous faire passer pour des profiteurs, des gens qui s'accrochent à leur siège, etc., je ne suis pas sûr qu'au bout du compte... Non, c'est vous qui le dites, madame. Je pense qu'au bout du compte, ça n'est pas la démocratie qui en sort grandie, parce que ce n'est pas conforme à la réalité. Philippe Dallier, Esther Benbassa, est-ce que vous regrettez tout de même qu'avec ce débat, il n'y ait pas un débat aussi autour du statut de l'élu? C'est un vieux serpent de mer en politique. Je l'ai dit dans mon intervention. S'il n'y a pas de statut
statut d'élu, eh bien, les politiciens sont des êtres humains, ils ne veulent pas être au chômage. Ils se disent, je cumule, et bien, si je ne suis pas élu là, je serai élu ailleurs. Alors maintenant, s'il y a un statut de l'élu, s'il y a la proportionnelle, s'il y a un peu de pensée qui circule, si les politiciens lisent un peu plus, regardent un peu plus leurs citoyens, et on change les institutions, et bien peut-être qu'on passera à un autre stade, et ce ne sera pas le non-cumul qui sera le grand problème du Parlement. Excusez-moi de le dire. Si effectivement, encore une fois, on a mis la charrue devant les bœufs, c'est pour des raisons de pure tactique politique. Le gouvernement ayant des difficultés en matière économique et fiscale, on passe des textes qui n'ont rien à faire effectivement avec la conjoncture économique pour essayer de distraire l'opinion. Et donc, on aurait pu prendre le temps de la discussion et ça n'a pas été le cas. Et effectivement, le statut d'élu, il aurait fallu le mettre sur la table. Parce que quand on parle de diversité, moi qui viens du privé, on veut des jeunes en politique qui viennent de tous les secteurs et du privé. Ben écoutez, quand vous rentrez en politique et que vous avez la trentaine, vous avez un choix à faire entre votre carrière professionnelle et votre carrière politique. Et on sait que la vie politique et vous est incertaine en sacrifiez plus. votre carrière professionnelle. Et la vie politique, c'est plein d'incertitudes. Donc réfléchissez aussi à cela, parce que sinon vous n'aurez plus que des fonctionnaires. Alors ça sera peut-être très bien, mais en tous les cas, vous détournerez un parlement de fonctionnaires. Mais vous détournerez les autres. C'est un des risques. On a d'ailleurs avec la Troisième République aussi. On l'appelait le Parlement des professeurs. Alors ça n'a pas changé, mais il n'y a plus de professeurs maintenant. Mais il y a un autre problème, j'ai oublié de le dire, il faut changer le vivier. Regardez la parité. La loi a changé un peu les choses, mais pas beaucoup. Mais c'est le même vivier, c'est dans le même vivier qu'on recrute. À savoir, avant, c'était, je ne sais pas, un collaborateur qui prenait la place du député. Maintenant, c'est une collaboratrice qui prend, avec la parité, la place du député ou de la députée plutôt. Alors, vous voyez, c'est le vivier qu'il faut changer. On ne peut pas changer les choses uniquement avec des anathèmes en disant, oui, voilà, on veut prendre ça, on se raccroche à notre... C'est pas ça le problème. Si c'est toujours dans le même vivier qu'on va recruter, on aura toujours le même Parlement avec le même visage. Et ça, c'est évident. Un homme blanc de 50 ans, de milieu aisé et diplômé. Alors, c'est le portrait robot de Philippe Dallier. Je suis blanc, je viens d'avoir 50 ans et je ne viens pas d'un milieu aisé. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que le vivier de la République, c'est l'ensemble des citoyens français. Et j'ai envie de dire aux Français, j'ai envie de dire aux Français, vous avez les élus que vous méritez. Si vous pensez qu'il faut les changer, engagez-vous en politique et présentez-vous aux élections. Très bonne chose. Merci beaucoup à tous les deux, Philippe Dallier et Esther Benbassa, d'être venus sur notre plateau. On va aller faire, avant d'accueillir nos deux prochains invités, deux constitutionnalistes, pour aller un petit peu plus loin justement autour de cette question du cumul des mandats. On va faire un petit tour par la tribune de presse où se trouve Tam Tranui. Bonjour Tam. Bonjour, voilà, les débats autour du projet de loi sur la limitation du cumul n'ont pas encore repris, puisqu'il y a les lectures de conclusion sur un texte, une proposition de loi sur la psychiatrie qui est en ce moment à l'examen, donc on reviendra sur le cumul tout à l'heure. Mais faites-nous un petit peu un résumé, Tam, de l'état d'esprit des sénateurs pendant ces 2 jours d'examen du projet de loi anti-cumul. Eh bien, vous l'avez dit, Perrine, les discussions n'ont pas encore repris. Elles ont eu lieu toute la soirée hier, une partie de la nuit, ce matin. Et eh bien, on peut dire que ces discussions, elles ont été un petit peu plus calmes aujourd'hui qu'hier, même si il y a eu quelques moments de tension. Le texte doit reprendre aux alentours de 17h15 aujourd'hui sur les explications de vote, ce moment où les sénateurs s'expliquent l'un après l'autre sur son choix. Et on sera donc tout près du vote. Un vote qui va porter sur un texte partiellement dénaturé, puisqu'hier soir, les sénateurs ont adopté 3 amendements qui changent tout, qui vont permettre aux sénateurs d'exercer à la fois un mandat exécutif local et un mandat de parlementaire. Alors, toute la matinée, les sénateurs ont débattu face à un Manuel Valls un petit peu plus calme qu'hier, un peu apaisé, peut-être aussi un petit peu résigné à l'idée que la Haute Assemblée allait adopter sa propre version du texte. Quant aux sénateurs, ils ont balayé assez rapidement les articles les uns après les autres. Il faut dire que l'essentiel est fait. On s'achemine ce soir vers un vote, une adoption du texte sur le non-cumul qui va autoriser le cumul.
Voilà, on aime beaucoup ce paradoxe. Merci beaucoup, Tam. On vous retrouve tout à l'heure. Nous ont donc rejoint sur ce plateau deux constitutionnalistes. Dominique Rousseau, bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Didier Mauss. Didier Mauss, on va commencer par vous. Vous connaissez bien le Sénat. Dominique Rousseau aussi, bien sûr. Mais vous connaissez particulièrement bien le Sénat. Est-ce que vous comprenez la résistance des sénateurs et le fait qu'ils s'accrochent vraiment à leur spécificité, à savoir la représentation des collectivités territoriales? Mais moi, je crois qu'il faut toujours partir du fait que les sénateurs ne sont pas des députés. Si nous avons deux assemblées, c'est qu'elles correspondent à deux réalités politiques et sociologiques différentes. C'est ce qui fait l'essence du bicamérisme. C'est ce qui fait l'essence du bicamérisme, sinon ça n'a pas d'intérêt d'avoir deux assemblées. Alors l'Assemblée nationale représente les Français dans leur composante démographique, à la limite sans qu'il y ait de distinction d'où ils viennent, etc. Un député représente l'ensemble de la nation. Un sénateur représente aussi la nation, mais il a un ancrage territorial qui découle de l'article 24 de la Constitution, qui le dit clairement, et qui découle de l'histoire. Et tous les sénateurs se souviennent de cette vieille formule de Gambetta, le Sénat et le Grand Conseil des communes de France. Alors il faudrait dire aujourd'hui le Grand Conseil des communes, des départements et des régions. Mais donc il y a une hérédité sociologique qui est très très forte au Sénat, aussi bien d'ailleurs dans la majorité que dans l'opposition. Alors, est-ce que l'argument des sénateurs selon lesquels, avec la limitation du cumul des mandats, ils vont perdre cette spécificité est vrai? Non seulement ils vont la perdre, mais je dis ils vont la gagner et ils vont la consacrer. Autant je suis... Alors, il la perd ou il la gagne? Ah, il la gagne. Oui, il la gagne. Il la gagne. Autant je suis pour l'interdiction du cumul pour les députés, autant je suis favorable au cumul pour les sénateurs. Tout simplement parce que, Didier Mauss le disait, le Sénat est une assemblée spécifique qui représente, c'est pas nous qui le disons, c'est la Constitution, qui représente les collectivités territoriales. Il faut bien voir que... Donc le gouvernement fait fausse route, alors, si je vous écoute toutes les deux. C'est-à-dire que depuis que la République existe, il y a toujours eu un problème de la légitimité du Sénat. Le Sénat est une institution qui a été construite un peu contre la République, contre cette idée d'une Assemblée nationale élue au suffrage universel par le peuple et qu'il faut par conséquent venir freiner. Il faut venir freiner la volonté populaire par une seconde chambre. Pensez... par exemple, en 1875, on crée le Sénat aux côtés de MacMahon contre l'Assemblée nationale. Pensez au Sénat et au Front populaire. Pensez que c'est au Sénat que pendant très longtemps, on a refusé le vote des femmes. Autrement dit, la question de la légitimité d'une seconde chambre dans la République n'est pas consacrée. La seule manière de la consacrer, c'est pas d'en faire un doublon de l'Assemblée nationale, c'est de lui donner une autonomie propre. Et cette autonomie, c'est de consacrer dans la Constitution, de consacrer dans la loi, cette représentation particulière du Sénat que sont les collectivités locales. Donc l'Assemblée nationale représente le peuple, le Sénat représente les collectivités territoriales et ensemble, ils représentent la nation. Si on ne reconnaît pas cette spécificité au Sénat, il y aura toujours un problème de légitimité du Sénat dans la République. Alors certains sénateurs espèrent que le Conseil constitutionnel va invalider le projet de loi du gouvernement, justement du fait qu'ils ne reconnaissent pas cette spécificité. Quelle est votre analyse, vous, Didier Mauss? Écoutez, moi je crois d'abord que Dominique Rousseau a tout à fait raison de montrer la spécificité constitutionnelle, historique, politique du Sénat. Mais alors, du coup, est-ce qu'on peut défaire d'un simple texte de loi on le défait un projet de loi qui n'est même pas organique? Non, on le défait pas parce qu'en réalité, jusqu'à présent, on a interprété le fait que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales par le fait que le collège sénatorial, c'est-à-dire ceux qui élisent des sénateurs, sont une émanation des élus locaux. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a veillé à ce que ça soit majoritairement des élus locaux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, quand il sera saisi de la loi, va dire, puisqu'on n'y a pas une spécificité sénatoriale, la loi est contraire à la Constitution? Très honnêtement, ça m'étonnerait, car je crois que l'on peut assurer une spécificité sénatoriale à propos du statut du cumul et dire le cumul est possible au Sénat, mais je ne pense pas qu'il y ait honnêtement une obligation de le faire. Même si ça coupe les sénateurs, notamment de leurs électeurs, à savoir les élus locaux. Alors, ils ne seront plus des élus eux-mêmes. C'est bien ça le problème. Si les sénateurs n'ont plus le droit d'être des élus locaux, évidemment, on va contribuer à faire davantage ressembler le Sénat à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est très mauvais pour le Sénat. Ou alors ça peut être des élus locaux qui renoncent, alors, une fois élus au Parlement, à être
à leur mandat d'élu local. La loi actuelle n'interdit pas le cumul. Ce qui est prévu, c'est que un élu local qui devient député ou qui devient sénateur doit abandonner l'un ou l'autre de ses mandats. Mais on peut parfaitement, dans une carrière politique, être maire pendant 5 ans, 10 ans, et ensuite devenir député ou sénateur, et puis, etc. Le problème, c'est de cumuler en même temps une fonction de maire et une fonction de député. Pour les députés, ça empiète sur leurs compétences de législateur, de contrôle du gouvernement, d'évaluation des politiques publiques. Alors que pour les sénateurs, au contraire, le fait d'être un élu local leur permet de mieux exprimer, à côté des aspirations de la population, ce que demandent les collectivités, ce que demandent les territoires. Et la volonté nationale, la volonté générale, comme on dit, elle est fabriquée de ces deux éléments. Or, actuellement, le Sénat n'est pas suffisamment représentatif de cet élément collectivité locale. Ça va tout de même être un bouleversement dans la vie démocratique française assez important. Quelles premières conséquences vous voyez, vous, Didier Mauss, dans l'application de cette limitation du cumul telle qu'elle est prévue par le texte? Le texte qui devrait être voté, pas celui qui est voté ce soir au Sénat, mais celui qui devrait sortir de l'Assemblée nationale, sera applicable après les élections législatives de 2017. Donc on a un petit peu de temps. Qu'est-ce qui va se passer? Un certain nombre de grands élus locaux vont avoir à choisir. Est-ce que je reste maire, président du Conseil général, président de la région, ou est-ce que j'abandonne au profit du mandat sénatorial? Et un certain nombre d'entre eux, à l'évidence, vont choisir le mandat local. Bon, je prends l'exemple du maire de Lyon ou du maire de Marseille. Bon, oui, ils ont déjà, ils ont presque déjà dit leur préférence pour leur mais en même temps, on a vu, j'allais dire, dans le débat du mois. Donc un renouvellement important. Un renouvellement important, mais également une coupure, une moindre défense, représentation, j'aime pas le mot défense, représentation des besoins locaux. On a très bien vu au mois de juin dans le débat sur le projet de loi sur les métropoles, que les intérêts de l'agglomération de Marseille et de l'agglomération de Lyon, qui sont pourtant dirigés par des maires de tendance politique opposée, ont été parfaitement exposés dans l'hémicycle et adoptés par les sénateurs, alors que les intérêts spécifiques de la région Île-de-France et de Paris n'ont été pris en compte par aucun grand élu francilien ou parisien, et que c'est le gouvernement qui a été obligé à l'Assemblée nationale de se faire un peu le porte-parole de la Bertrand Delanoë et Jean-Paul Huchon ne sont pas Bertrand Delanoë s'était appliqué la limitation du cumul par anticipation, puisque n'oublions pas qu'il était sénateur. Et là, je crois que très honnêtement, c'est pas simplement faire du passéisme, ça. Il y a une perte de richesse. Bon, il faut que les deux assemblées soient fondamentalement différentes. Et les exemples que citait Dominique Rousseau pour la Troisième République, où le Sénat a été un frein, sont vrais d'un point de vue historique, mais ils ne peuvent plus se reproduire aujourd'hui, puisque la Constitution dit clairement que lorsqu'il y a une opposition entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est après une procédure ad hoc, l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc je trouve qu'on a là toutes les conditions qui permettraient au Sénat d'être plus représentatif de ce qu'on appelle maintenant la France des territoires. Oui, mais c'est ce qui montre bien la particularité et la difficulté de la légitimité du Sénat. La commission mixte paritaire, on donne le pouvoir de dernier mot à l'Assemblée nationale. Pourquoi on donne le pouvoir de dernier mot à l'Assemblée nationale? Parce qu'elle est élue par le peuple. Et qu'on ne va pas donner le dernier mot à une Assemblée dont la légitimité est un peu douteuse. En revanche, si on assoit la légitimité du Sénat sur les collectivités locales en permettant ce cumul, à ce moment-là, le Sénat n'est pas le doublon de l'Assemblée nationale, mais elle a son autonomie propre. Alors, sur la question du renouvellement... Une représentation des grandes collectivités, comme les régions par exemple. Mais dans ces cas-là, on se rapproche plus d'un modèle à l'allemande, comme le Bundesrat. Mais ça, c'est la tendance. Mais le Bundesrat n'a pas compétence législative sur toutes les matières. Le Bundesrat n'est surtout pas une assemblée parlementaire. C'est une assemblée législative, mais pas parlementaire. Voilà. L'idée, c'est d'accompagner le mouvement de décentralisation. À partir du moment où vous donnez davantage de pouvoir aux régions, aux départements, aux communes, il est nécessaire que ces départements et ces communes soient gérés par un personnel politique qui ne s'occupe que de ces affaires-là. Et je pense que le renouvellement politique dont vous parliez conduira à ce que, notamment pour les députés, le gouvernement soit mieux contrôlé. Le gouvernement est très content quand les députés, quand les parlementaires sont dans leur circonscription.
Parce que quand ils sont dans leur circonscription... Donc à partir de 2017, les gouvernements vont souffrir. Et oui, oui, ils vont se retrouver forcément avec des parlementaires qui n'ont plus que ça à faire. Et voilà, ils seront présents, ils poseront des questions, ils contrôleront. Un gouvernement, un exécutif, quelle que soit sa couleur politique, est très content quand les parlementaires sont dans leur circonscription. Ce qui rejoint ma question tout à l'heure, est-ce qu'on a suffisamment anticipé les conséquences de cette limitation du cumul? Parce que c'est vrai qu'on va se retrouver par exemple ici au Sénat avec 348 sénateurs qui n'auront plus que du législatif à faire, donc ils voudront tous avoir leurs propositions de loi, leurs rapports, leurs commissions d'enquête. Faut pas exagérer. Ils auront quand même le droit d'avoir un mandat local, même s'ils n'ont plus le droit d'être chef d'exécutif. Et ils peuvent avoir quand même des fonctions locales qui les occuperont un petit peu. Alors, on peut pas, j'allais dire, complètement anticiper. Vous savez, je crois qu'en matière constitutionnelle et politique, les forces politiques ont une capacité extraordinaire à tenir compte des transformations, et c'est elles qui s'adaptent ensuite. Bon, on modifie la loi, et bien on va voir ce que ça donne. On ne peut pas faire une prévision. Hein, vous savez, la prévision est un art difficile, disait Oscar Wilde, virgule, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir. Bon, et je crois que c'est encore plus vrai dans le domaine qui est le nôtre aujourd'hui, car il y a des comportements qu'on ne peut pas anticiper. Bon, je dirais, le choix entre un grand mandat local et le mandat parlementaire, c'est une question aussi d'âge, d'étape dans le parcours politique. Et donc, mais François Hollande lui-même avait dit on aura sans doute certainement trop de parlementaires, il va falloir diminuer le nombre de parlementaires. Ça serait une bonne idée. Moi, je considère qu'il y en a un petit peu trop. Et donc, si on enlevait les 80 députés qui ont été rajoutés en 1985, 1985. Bon, et du coup, les quelques sénateurs qui ont également été rajoutés, ça serait une bonne chose. Mais ça, c'est pas du tout populaire, parce que ça fait des battus, ça fait des gens qui ne sont plus parlementaires. Donc, on a un petit peu oublié ce côté de la réforme. En tous les cas, ce qu'on peut prévoir, c'est que cette modification du régime parlementaire, cette loi sur le non-cumul, va quand même assez profondément changer les pratiques politiques. Parce que ça va donner naissance à deux classes politiques, une classe politique nationale et une classe politique locale. Et ça va... Ça, c'est très nouveau, en fait. Ah, ça, c'est très nouveau. Ça, c'est très nouveau et c'est très bon, entre guillemets, si on considère que la France doit aller vers un État plus décentralisé, un État régional, comme c'est la tendance dans tous les pays européens. Ce genre d'organisation, c'est bon pour un État fédéral, mais pour un État beaucoup plus centralisé comme la France. Mais vous savez, Didier Mauss donne des citations. On pourrait dire, je crois que c'est François Mitterrand qui disait que la centralisation a fait la France. La centralisation, maintenir la décentralisation, c'est risquer de défaire la France. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de la France, c'est dans la décentralisation. Et il n'y aura de décentralisation que lorsqu'il y aura une classe politique locale autonome, distincte, différente de la classe politique nationale. Et la loi sur le non-cumul accélère cette tendance qui, de mon point de vue, est positive. Donc, premièrement. Deuxièmement, renouvellement du personnel politique, je dirais mécaniquement. Le fait qu'on ne puisse plus cumuler un mandat va conduire à l'entrée d'un nouveau personnel politique, de nouveaux visages politiques. Ils ne pourront plus cumuler. Aujourd'hui, la même personne obtient 2-3 mandats. D'où la question du statut de l'élu dont on parlait avec mes invités précédents. Ça, c'est le troisième. Il ne faut pas exagérer. Le statut de l'élu, il existe. Dire, le statut des parlementaires existe. Il ne faut pas non plus en rajouter. Et le statut des grands élus locaux existe, y compris sur le plan indemnitaire. Oui, mais il est important, je crois, et ça peut expliquer quelques réactions des parlementaires. La question du cumul est prise de manière isolée. Or, je crois qu'il faut relier cette question à d'autres, et notamment le statut de l'élu. Si effectivement le parlementaire n'est plus que parlementaire, il faut augmenter son indemnité, il faut lui donner des moyens matériels, humains, pour exercer son métier de législateur. Parce qu'aujourd'hui, il les trouve où, ces moyens? Dans son mandat de maire, dans son mandat de président de conseil général, dans son mandat de président de conseil régional. Si vous lui interdisez d'occuper ces fonctions, il faut évidemment lui donner, en tant que parlementaire, des moyens équivalents. C'est pour ça que cette réforme, si vous voulez, c'est un peu comme le quinquennat. On a modifié la durée du mandat présidentiel, mais on a touché à tout, à la fonction du Premier ministre, à l'Assemblée, etc. Et on s'aperçoit qu'on va vers un régime plus présidentiel. Didier Mauss, en 2 secondes pour conclure, si vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à Dominique Rousseau. Dans ce que dit Dominique Rousseau, c'est que si ces prévisions se réalisent, c'est une réforme qui coûte cher. Et je crois que dans ce moment, il faudrait éviter les réformes qui coûtent cher.
Voilà, la conclusion très économique de Didier Mauss. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau cet après-midi en direct de la salle des conférences du Sénat pour conclure cette émission consacrée donc en grande partie à la limitation du cumul des mandats. Voilà, et maintenant on rejoint tout de suite dans l'hémicycle Tam Tra Nui. Bonjour, rebonjour. Vous êtes toujours dans la tribune de presse et je crois que la séance autour du projet de loi interdisant le cumul des mandats vient de reprendre à l'instant. Oui, tout à fait. Nous en sommes donc aux explications de vote et c'est Christian Bourquin qui est en train de prendre la parole. Auparavant, pendant 3 quarts d'heure, les sénateurs ont examiné les conclusions de la commission mixte paritaire portant sur la psychiatrie. Les discussions ont porté sur une proposition de loi qui revenait sur des dispositions datant de 2011 qui ont été votées sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy qui durcissaient les conditions d'internement sans consentement. Cette loi avait été votée juste après un événement qui avait alors beaucoup marqué l'opinion puisqu'alors un étudiant avait été tué à Grenoble par un malade mental qui s'était enfui de l'hôpital. Il y avait urgence à examiner cette proposition de loi puisque l'an dernier le Conseil constitutionnel en avait invalidé certains points et donc cette loi devenait inconstitutionnelle le 1er octobre et c'est pourquoi on avait placé cette discussion en plein milieu du cumul de mandats. Vous imaginez, Perrine, que cela a bien sûr créé quelques petits incidents ici. Cela a fait grincer des dents. Interrompre un débat aussi important a été perçu notamment par les opposants au non-cumul comme un manque de respect pour la Haute Assemblée. Mais tout de suite, on revient donc à cette séance sur le non-cumul des mandats. C'est Christian Bourquin qui est en train de